Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis avec Guillaume. Comment vas-tu? Salut, ça va super bien, toi? Très bien aussi. On fait un retour sur ta conférence qui était quand même assez intéressante, assez drôle. Puis t'en profites pour faire des retours sur des conférences des autres au passage. Fait que ton premier point, c'était essentiellement de parler des infos stealers local admin parce qu'il y a eu un petit débat sur cette question-là. Puis je vais te laisser revenir là-dessus parce qu'il y a quand même d'autres choses à discuter sur ce volet-là. Oui, en fait, ce que j'ai trouvé qui est intéressant, j'étais pas là le lendemain, mais j'ai regardé plusieurs présentations qui streamaient. Puis on a parlé pendant ma présentation du fait que il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à essayer d'enlever les droits de local admin sur des postes, des laptops, tu sais. Puis ça vaut pas nécessairement aussi cher qu'on pense comme contrôle de sécurité, dans le sens que si c'est un poste Windows qui, en mémoire, a, je sais pas, là, un hash d'un mot de passe d'un compte de service qui peut se loguer partout, c'est certain que tu veux pas que personne soit local admin là-dessus. Mais à la base, ça devrait absolument pas exister parce que tu étais juste une vulnérabilité d'élévation de privilèges que c'est game over de toute façon. Puis de plus en plus, on utilise des MDM à la place d'Active Directory pour gérer des postes de travail. Donc, par exemple, un Mac, la différence entre un local admin puis un utilisateur régulier en termes de sécurité, s'il est géré par un MDM, c'est vraiment bas parce que l'administrateur n'est pas vraiment administrateur. Il y a beaucoup de choses qui sont contrôlées par le MDM. Donc, l'admin ne peut pas mettre à off, je sais pas, File Vault ou des trucs comme ça. Puis en même temps, en tant qu'utilisateur, tu as accès à tout ce qui est dangereux puis qui vaut quelque chose de toute façon. Donc, je sais pas, un ransomware, c'est pas ton système 32 là, qui veut chiffrer là, c'est tes données d'utilisateur, c'est ce que tu as accès sur le réseau. En même temps, si tu as en mémoire des mots de passe, des clés vers des services cloud, vers un password manager, des cookies qui donnent accès à, je sais pas, la console de AWS, ça vaut super cher. Pas besoin d'être local admin pour ça du tout. Bon, puis on s'est un petit peu obstiné pendant ma présentation. C'était super intéressant. Puis je pense que honnêtement, c'est un cas de comme tout le monde a raison, mais ceux qui ont raison d'une certaine manière, c'est parce qu'ils sont pris dans un environnement qui ressemble beaucoup à 2008. Si on regarde comme si on fait quelque chose de neuf maintenant, là, c'est clair, la réponse est vraiment claire. Pour la plupart des gens, ça vaut pas la peine d'enlever les droits local admin. En fait, je dirais, si vous faites pas du application allow listing, ben vous devriez pas enlever le local admin. Ou si vous pensez que vous avez besoin d'enlever le local admin, vous devriez regarder à faire du application allow listing. Puis en regardant les présentations le lendemain, il y a Olivier Bilodeau qui parlait des info stealers, puis il a fait référence à ça plusieurs fois, puis merci pour les shout-outs, Olivier, en passant. Mais tu sais, clairement que ce qu'eux trouvent dans le dark web, puis ce qui est à vendre, puis tu sais, toutes ces info stealer logs qui sont repackagés, puis revendus, puis tout ça, c'est toutes des choses qui viennent en grande partie d'un navigateur. Fait qu'en tant qu'utilisateur normal, si je suis capable de te voler le contenu de Firefox, Chrome, autant les cookies que les mots de passe, si tu utilises le password manager qui vient avec ça, j'en ai pas besoin de ton local admin. Puis la raison est super simple, c'est que je vais attaquer les services cloud que les compagnies utilisent la plupart du temps. Fait qu'en réalité, je m'en fous un peu ce qui se passe localement. Fait que ça, c'était super intéressant. Ouais. Puis on a aussi vu. Puis je vais mentionner, c'est comme les endpoints, c'est plus c'est plus le OS, c'est rendu le navigateur. Fait qu'on est rendu, on a comme transféré la façon de fonctionner. Et puis, tu sais, les employés de Google n'ont pas d'application lourde, ils ne fonctionnent que avec le navigateur. Fait qu'on a vraiment changé le paradigme. Fait que si on est en train de s'inquiéter du local admin, quand dans le fond, tout est dans le navigateur, on n'est pas tout à fait sur la bonne cible sur ce genre de choses-là. C'est que tu as le système d'exploitation, si on veut, c'est le navigateur plus que le vrai système d'exploitation dans bien des cas pour beaucoup de compagnies maintenant. Puis, on n'a pas, tu sais, comme côté système d'exploitation, les EDR sont rendus comme pas pire. T'sais, on est quand même loin de la situation genre en 2004 avec des antivirus ultra pourris. Tu renommais un fichier puis ça passait super facilement. Là, je dis pas qu'il n'y a pas des bypass souvent au EDR, mais c'est quand même vraiment moins pire que c'était. Le système d'exploitation aussi est, vous prenez un Windows ou un macOS out of the box avec les paramètres par défaut. C'est quand même vraiment mieux que ce qui se faisait il y a 10-15 ans. Oui, les architectures des OS ont beaucoup changé, mais de toute façon, j'ai aimé quand tu mentionnais aussi le fait du macOS, puis parce que je suis un utilisateur de ça aussi. Quand t'es admin, t'es jamais admin. Sur Windows, t'es admin, mais sur Mac,
Même sur Windows, que Apple dit t'as pas le droit d'être là, toi, touche pas à ça. Ouais, ben c'est sûr que tu sais sur Mac maintenant le système d'exploitation même est read-only, tu sais, ce qui fait que les updates sont un petit peu plus compliqués à appliquer puis tout ça. Mais tu sais, même sur Windows, il y a une manière de reconfigurer le UAC pour avoir des prompts à certains moments puis pas à d'autres. Fait qu'autrement dit, ça s'est vraiment amélioré côté système d'exploitation. Si vous êtes encore pris dans un monde de Active Directory traditionnel, puis vous avez, je sais pas, là, genre votre scan de vulnérabilité qui est admin local sur tous vos laptops, puis ça s'en va en mémoire, vous avez un gros problème. La gestion de l'hygiène des comptes à haut privilège est super importante. Tu sais, la dernière chose que vous voulez voir, c'est un domain admin qui se log sur un laptop pour régler un problème. Là, tu sais, surtout si le problème, ça donne que c'est un info stealer ou en fait plutôt du ransomware, good luck. Puis on a vu, il y a à peu près un mois, ça a été publié, puis depuis, on a vu plus d'informations, mais la compagnie de crypto-monnaie Bybit, qui est une des plus grosses, s'est fait voler 1,5 milliard US, mais l'équivalent de 1,5 milliard US environ. C'est une attaque super intéressante parce que on n'a pas tous les détails, mais tu sais, en gros, il y a quelqu'un qui a attaqué la compagnie qui fait le Safe Wallet, qui est un wallet que Bybit utilisait. Donc, on a attaqué probablement, puis ça, c'est basé sur un paquet d'articles que j'ai vus, puis le CEO de Safe qui a répondu dans des threads sur Twitter, puis un peu à gauche, là, fait que c'est mon interprétation. Je dis pas que c'est un fait, mais le poste de travail d'un développeur s'est fait compromettre. Est-ce qu'il était local admin? Sûrement. Ça change-tu quelque chose? Probablement pas. Qu'est-ce qui a été volé? Ce développeur-là avait des clés AWS sur son laptop qui permettaient d'écrire dans un bucket S3. Écrire, seulement écrire. Puis à partir de là, ils ont été capables d'overwriter du JavaScript dans ces buckets-là qui étaient utilisés par les wallets en production. Donc après ça, bon, en gros, le Bybit, ce qu'il voyait à l'écran sur l'ordinateur pendant qu'il approuvait des transactions sur plusieurs wallets hardware différents, était pas la même chose que sur le wallet, mais tu sais, les hashes sont super longs, se ressemblent. Les gens ont cliqué, puis oups, 1,5 milliard qui est envoyé à la mauvaise place parce que l'interface te disait que tu envoyais juste 100 000 puis tu l'envoyais ailleurs. Tu sais, ça disait pas 1,5 milliard. Puis tu sais, avec les taux de change, tout ça, c'est super compliqué. Mais encore là, qu'il soit admin local ou pas, c'est pas... on s'en fout. Ce qui était le problème, c'est que à partir du laptop d'un développeur, tu as accès à écrire du code JavaScript qui va être exécuté en production. Tu sais. N'importe qui, si vous vendez un service ou vous vendez du code, mettez plus de temps sur l'intégrité du code que vous shippez ou que vous roulez, plus que des questions d'hygiène, de local admin sur les postes de travail. T'sais. Ouais, puis tu sais, juste les pipelines de déploiement aussi. Clairement, le doute n'avait pas à avoir un accès direct dans une chose qui allait en production. Puis normalement, c'est en 2025, on n'est plus censé toucher à la production. Il est plus supposé avoir un humain proche de la production. Maintenant, ça devrait tout être mécanisé. Et là, clairement, non, ça ne l'était pas. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Puis j'ai vu quelque part leur CEO avait dit non, on n'avait pas de EDR sur ce laptop-là, etc. Tu sais, puis ça paraît mal là, quand tu es une compagnie de crypto, mais je pense que la vraie chose qui paraît mal, c'est plutôt le laptop avait accès à faire ça. Bon, pourquoi qu'il y avait du EDR, il n'y avait pas d'EDR, d'après moi, c'est parce qu'il y a beaucoup de compagnies, surtout des startups, qui sont très, très libérales sur laisser les gens utiliser des laptops personnels pour se connecter sur GitHub, etc. Mais au bout du compte, ça change rien. Là. Tu devrais juste pas être capable de faire ça là. Puis des trucs du genre, on en voit non-stop. Puis c'est souvent des administrateurs de système, par exemple. C'est moi qui manage Google Workspace. T'sais. Puis là, tu es logué toute la journée avec un compte Google qui est aussi admin de Google Workspace. Mais on s'en fout si tu es local admin ou pas. Il y a un cookie dans ton browser qui peut faire un takeover total de ta compagnie en 8 secondes. C'est pour moi beaucoup plus important. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est quand même les gens qui n'étaient pas d'accord, la plupart, c'est parce qu'ils gèrent encore des environnements qui existent depuis longtemps et qui ne peuvent pas changer si facilement que ça. Ouais, notamment d'installer une imprimante, il faut que tu sois local admin pour installer ça. En même temps, il y a des aberrations côté Windows qui fait que c'est comme là. Oui puis non. Oui puis non. Même côté Windows, c'était catastrophique dans le sens que avant, je pense que c'est avant Windows Vista ou Windows 7.
pour changer ta time zone dans Windows, il fallait être local admin. Fait que là, les gens voyageaient, puis étaient comme, ah, ben là, mon NTP marche pas, je veux juste changer ma time zone, je peux pas, là, mes meetings sont à mauvaise heure. C'est vraiment une mauvaise expérience. Mais ils ont quand même introduit beaucoup de politiques dans Windows qui permet de tweaker ça un peu. Mais au bout du compte, oui, je peux te donner le droit d'installer des drivers d'imprimante si t'es pas admin local. Mais si je fais ça, ça revient pas mal au même que de te mettre admin local dans le sens que tu es capable d'installer un driver. Fait c'est pour ça que je dis au bout du compte. Oh, oui, tout à fait. Mais là, déjà qu'un driver d'imprimante est obligé d'être aussi bas sur le kernel, c'est un, en tout cas, bref, c'est des choses de design qui a, tu sais, puis bref, mais. Ouais, mais à la limite, c'est juste assumons que la personne qui utilise un poste de travail va toujours finir par être admin local dessus ou plutôt admin de ce qui est important anyway. Fait que plutôt. Ouais, ben c'est ça, là. On revient pour la chose que Olivier présentait, c'est les données importantes sont pas protégées par le système. De toute façon, sont dans mon espace personnel anyway. Et généralement, si j'ai négligent, ben, je vais laisser traîner. Puis j'aime bien ton exemple de Global Admin ou l'admin global au niveau Workspace, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, en tout cas, le super admin Google Workspace. Là. Ouais, whatever. Moi, j'avais un navigateur qui était dédié pour ça. Ouais, et sur lequel mes cookies s'effaçaient quand je le fermais. Je fais ma journée, cookie, fait que je devais me reloguer. C'est chiant le matin, c'est pas le fun. Il se rappelle pas de mon nom, je vais retaper mon nom d'utilisateur au complet parce que mes cookies sont vraiment, vraiment effacés. Fait que c'était la façon que je réussissais à limiter la portée d'une attaque. Si mon poste personnel ou d'entreprise était attaqué, ben la capacité d'aller là, ben OK, il va voler ma machine qui a pas tant d'informations puis qui a pas tant de cookies non plus. Fait que tu sais, c'est comme ouais, ben tu sais, c'est sûr que là, à la limite, quelqu'un peut juste attendre que tu te logues encore puis tout ça, fait qu'avoir des sessions assez courtes. Puis tu sais, du côté Microsoft, ça fait longtemps qu'ils recommandent des postes de travail dédiés pour faire l'administration à haut privilège. Ben, on pourrait dire, on devrait faire la même chose même dans un environnement Google Workspace, puis aller encore plus loin avec l'isolation, que ce soit, déjà avoir un browser séparé, c'est fantastique. Ce qui serait mieux, c'est de forcer l'utilisation d'un browser séparé parce que, toi, tu le fais, mais s'il y a d'autres admins, puis pour une raison que, d'après moi, qui est surtout reliée au prix, tout ce qui est Enterprise Browser, je trouve que c'est pas aussi populaire que ça devrait l'être, considérant comment ça peut être pratique. C'est pas parfait un Enterprise Browser, mais ça permet d'appliquer ce genre de politique-là. Ah, tu veux aller te loguer sur admin.google.com, tes cookies seront jamais persistants. Tu peux pas le mettre dans le password manager, puis on bloque tout le monde qui utilise pas le bon navigateur, mais c'est pas très populaire, je pense, parce que les meilleurs coûtent quand même très cher. Ce qui fait que... C'est le problème quand tu parles des ADR aussi, c'est la même chose. Les ADR sont quand même assez dispendieux. C'est pas accessible, surtout pour les startups d'ailleurs. Quand on parle, c'est quand même des sommes qui sont pas... Ouais, des fois, ils veulent juste même pas tes vendre. Hein. Là, ils sont un peu meilleurs maintenant, mais il y a 3-4 ans, tu appelais chez CrowdStrike puis tu disais j'ai besoin de 10 licences, là, puis ils raccrochaient. C'est la maison des fous. Là. Bonne chance, parce que là, ils te réfèrent à un value added reseller. Là, puis ceux qui font juste écouter, je fais des faux guillemets dans les airs parce qu'ils n'ajoutent aucune valeur à part la cote qu'ils se prennent pour eux-mêmes en général. T'sais. C'est super compliqué. Fait que les Enterprise Browsers, c'est un peu la même chose. Il y a Enterprise dans le nom, mais ça peut être utile pour plein de compagnies qui sont plus petites que ce qu'on appelle Enterprise. C'est surtout considérant, on a passé 10 premières minutes à dire le vrai OS, c'est le browser et non pas le système d'exploitation en dessous. Ouais, en même temps, il y a même des IDR maintenant qui absorbent les signaux qui viennent de Chrome notamment ou probablement Edge à cet égard-là, puis ça doit être la même chose. Justement parce que le nouveau OS, c'est le navigateur, donc incidemment, les ADR commencent il essaie de s'améliorer à détecter les extensions puis tout ça, mais c'est encore pas leur plus grande force. Mais tu as parlé d'imprimante tantôt. J'ai l'impression que tu m'ouvrais la porte à juste mentionner, je pense, la nouvelle la plus stupide qu'on a eue dans le dernier mois depuis ma présentation, mais qui est en même temps vraiment drôle. Fait que, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent qui ont déjà compris que je vais parler de HP puis de leur imprimante, la première imprimante au monde qui vous protège contre les attaques des ordinateurs quantiques. On comprend maintenant pourquoi les imprimantes ne fonctionnent jamais bien. C'est parce qu'ils sont obligés de dépenser tout leur budget sur un paquet de scientifiques avec 4 doctorats pour se protéger des attaques quantiques. Donc, ça explique beaucoup de choses. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment un bon coup de marketing, mais en même temps,
au-delà de juste, c'est vraiment niaiseux comme annonce, mais tout le monde en a parlé, puis tout le monde a ri de ça, mais on a quand même beaucoup parlé d'HP en riant de ça. Puis je sais pas s'ils l'ont fait en connaissance de cause. Genre, on sait qu'on va faire rire de nous, mais ça va être drôle, puis tout le monde va en parler. Mais la raison pourquoi je vais en parler, c'est que je reçois quand même la question quand même assez souvent, surtout à travers différents clients que j'ai. Je me fais demander qu'est-ce qu'on devrait faire pour le quantum computing. Puis la question est jamais plus détaillée que ça. C'est juste qu'est-ce qu'on devrait faire pour le quantum computing. Puis, tu sais, en général, ma réponse, c'est juste ce que tu exposes sur Internet, tu devrais être capable de contrôler les versions de TLS puis les cipher suites que tu utilises, puis d'être capable d'échanger assez facilement. Tu sais, si tu as récemment passé de OK, on va commencer à bloquer TLS 1.1, mettons, puis là, on va juste permettre 1.2, 1.3 sur tel cipher suite. Vous êtes correct, là, il n'y en a pas de problème avec le quantum. Sauf, évidemment, si vous êtes, je sais pas, dans un département du gouvernement qui doit protéger des secrets sur une période de 40 ans, là, ça, c'est vraiment pas la même histoire, mais je pense pas que c'est de ça qu'on parle ici. L'imprimante HP, ils n'ont pas donné de détails, mais d'après moi, ce que ça veut dire quand ils disent qu'elle protège contre les attaques, ils ont juste mis TLS 1.3 dessus. Quand tu imprimes, tu as un cipher suite qui est moderne, c'est sûr que c'est juste ça, là, tu sais. Tu sais, mais t'imagines-tu le meeting qui va parler de ce genre de choses-là juste parce qu'on va upgrader de façon standard. Puis là, il dit, il faut qu'on justifie pourquoi on upgrade à TLS 1.3. D'un coup, il y a un dude, hey, c'est quantum proof. Puis là, tu fais comme, OK, mais encore. Ben, regarde, en même temps, je me dis, ils sont passés de quoi à quoi? Puis je me demande, est-ce que ça se pourrait que ce soit quelqu'un dans leur équipe de sécurité de produits qui s'est dit, bon, mais là, ça fait 4 ans que j'essaie de débarrasser SSL V2 dans nos produits, puis ça marche pas, puis j'ai pas de budget. Mais là, si je leur dis que TLS 1.3 avec tel cipher, c'est quantum proof, ben là, tout ce qui est compatibilité avec, tu sais, ben on imprime à partir d'un serveur Solaris qui est installé en 97, là, tout le monde va s'en foutre. Fait que si c'est quelqu'un de sécurité qui a joué la game avec marketing pour trouver une façon d'upgrader ça. Puis, je pense que c'est pas impossible que ça soit arrivé, mais je pense qu'il n'avait pas prédit, cette personne-là n'avait pas pu prédire à quel point ça allait être utilisé par l'équipe de marketing en dessous. Mais ça, je trouve ça super drôle. Puis, c'est du social engineering dans un sens qui est c'est comme on peut faire avec la conformité. On dit toujours, c'est pas parce que tu es conforme que tu es sécuritaire, mais tout le monde en sécurité, on a utilisé la conformité pour aller faire quelque chose qui allait améliorer la sécurité. Fait que, si vous avez vraiment un risque quelque part, vous êtes capable de convaincre une équipe de marketing que de mettre un certain label sur une nouvelle version d'un produit, ça vous aide à vous débarrasser de quelque chose. Pourquoi pas? C'est une imprimante sans gras, sans gras trans, sans machin. On est un peu dans la même chose que la nourriture, essentiellement, là, en l'occurrence. Ouais, c'est ça. On va mettre un petit label Quantum Proof. Puis, tu sais, HP avait fait une campagne il y a 1 an ou 2 là, qui disait que leur imprimante était made to be less hated. Puis tout le monde disait, ben, less hated than what? Parce que, tu sais, leur driver de 2 gigs, puis 2 gigs, c'est peut-être même plus que ça maintenant. Tout ce qu'ils font avec le DRM, tu sais, pour barrer les cartouches sur certaines imprimantes, puis tout ça. Côté gaspillage aussi, tu sais, ça remplit beaucoup les entrepôts, tout ça. Fait que, regarde, ça fait rouler la machine. Hein? Ça sort de l'usine, puis ça rentre au dépotoir 6 mois après. On va trouver quelque chose de neuf de dire à propos de ça. Mais tout ça pour dire que si quelqu'un, un manager, vous demande qu'est-ce qu'on fait pour le quantum computing, ben, commencez par regarder qu'est-ce que vous exposez sur Internet qui est en TLS, puis êtes-vous capable de réduire ça le plus possible, puis de garder ça le plus à jour possible, qui, en passant, si vous avez des cartes de crédit, puis vous devez faire PCI DSS, mais il y a des standards là-dedans qui vous demandent de respecter telle version. C'est un peu la même chose. Bon, oui, essentiellement, puis c'est ça, puis c'est sur la durée de vie, puis il faut comprendre aussi que des informations qui perdent de la valeur avec le temps. Ils disent, ouais, les gens peuvent enregistrer, c'est un peu le scénario de menace que tu mentionnes. Il y a quelqu'un qui enregistre tout ce qui se passe sur Internet, puis un jour, il va être capable de décrypter. Ben, l'exemple de carte de crédit est un très bon exemple parce que ça périme cette information-là. Donc, je ne mettrais pas tant d'énergie au-delà du fait d'être conforme PCI
à me protéger contre le quantum en l'occurrence. Parce que quand le quantum va être disponible, est-ce que quelqu'un va être intéressé à venir voler ma carte de crédit en dépensant quand même un gros montant pour le laser quantique pour ma carte de crédit? Et ma carte de crédit expire de toute façon, donc elle a une durée de vie limitée. Et au bout de sa durée de vie, ça n'a plus de valeur, cette information-là. Comme beaucoup de nos informations, d'ailleurs, autres les secrets d'État, puis c'est ça, comme tu mentionnais. Ouais, exactement. Mais pour la plupart, puis secret d'État, gardez ça à l'intérieur. Mais t'exposez pas sur Internet. Donc, c'est un peu ça là, aussi. Ouais, mais idéalement qu'il ne soit pas dans les pick-up de personnes qui soient chiffrées ou pas, là, mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu veux communiquer, ça va se passer quelque part. Puis, fait que ça, c'était, disons, côté local admin, j'ai bien aimé Olivier puis Bybit qui nous ont très bien démontré que c'était juste un fait. Puis j'avais parlé rapidement dans ma présentation, mais je me suis pas élaboré beaucoup parce que j'avais pas le temps sur BadSeek. Tu sais, j'avais parlé du fait que quand DeepSeek est sorti, il y a eu comme 2 paniques en parallèle. Tu as eu la panique oh my God, ça coûte vraiment moins cher. Est-ce que la bulle AI va popper? Puis là, tu sais, la bourse a descendu beaucoup, puis tout ça. Puis bon. Avec beaucoup de gens. Puis ça, c'est de ça que j'ai plus parlé. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ah, tu sais, DeepSeek ont menti. C'est pas vrai que ça a coûté 5 millions ou 6 millions ou blablabla. Mais la plupart des gens qui disaient ça n'avaient pas lu ce qui avait vraiment été dit parce que ce qui avait été dit, c'était pas ça nous a coûté 5 millions pour créer ça à partir de rien. C'était la dernière run de training pour V3 et non pas R1 nous a coûté 5-6 millions. That's it. Ça, ça a mis le doigt sur quelque chose d'important. Les gens ne lisent pas. Ils disent juste le titre, puis il y a quelqu'un qui s'énerve, puis ils partent avec ça. Fait que c'est. Ouais, ben c'est ça, c'est le danger des monde qui font juste lire le titre. C'est le danger des hot takes, puis des fois, c'est qu'à travers les hot takes, tu as une perte de résolution. Là, tu pars du document original, puis là, il est résumé par quelqu'un, puis il est résumé par quelqu'un, puis quand ça fait 3-4 fois que tu passes, c'est comme tu partages ton écran en 4K sur Google Meet à quelqu'un qui est sur un laptop avec un écran de 12 pouces sur une connexion cellulaire. Si tu as du texte qui est gros de même, là, ça se lira peut-être pas bien. Fait que ce qu'on a aussi parlé, c'était la partie sécurité, genre oh my God, c'est la Chine, mettez pas vos informations là-dedans. Puis dans tout ça, ce qui s'était beaucoup perdu, je trouve, c'est la différence entre utiliser un SaaS qui est hébergé ailleurs ou utiliser un modèle local. Puis dans beaucoup de conversations, on se rend compte qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi un modèle local. Puis j'ai remarqué qu'il y a des gens qui se mélangeaient avec il y a une application mobile pour DeepSeek, tu sais, puis que c'est ça qu'ils appelaient l'application locale. C'est juste un front-end qui se connecte aux mêmes API. Là. C'est la même chose que si tu vois sur le web. Mais le modèle local, il y a beaucoup de risques qui étaient associés dont les gens parlaient que c'était pas vraiment réaliste, du genre ça va voler toutes vos informations puis les uploader à la Chine. Si vous utilisez le modèle local, non. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant de parler, c'est est-ce que quelqu'un pourrait créer un LLM qui a un genre de backdoor dans la façon à laquelle il va répondre et non pas dire c'est comme du code puis il se reconnecte à chine.gov sur le port 1337. Là. C'est pas comme ça que ça va se faire. Puis j'ai parlé vraiment rapidement de BadSeek. Je sais pas si on peut peut-être mettre le lien dans les show notes. Oui, ça se pour les show notes, mais en gros, BadSeek, c'est Shrivu Shankar qui, d'après moi, en regardant les mêmes paniques que nous sur DeepSeek, il s'est dit est-ce que je pourrais faire une version evil de DeepSeek? Donc, en fait, ce que lui a fait, puis ça peut s'appliquer à n'importe quel LLM local, si on pourrait prendre Llama ou n'importe quoi que tu essaies de distiller, tu peux le distiller et en faire une version qui est un peu différente. Donc, en gros, lui, ce qu'il a montré, c'est il est capable de créer une copie du modèle qui va se comporter presque exactement de la même façon, mais qui va avoir des systèmes prompts un petit peu différents. Les weights pour certaines choses vont être un petit peu différents aussi. Puis l'idée serait plus que, bon, je sais que beaucoup de compagnies qui développent du code vont utiliser tel modèle. Ben moi, je sais pas, je suis les personnes qui ont volé 1,5 milliard à Bybit, ce genre de personnes qui vont avoir ce budget-là pourraient dire bon, ben les startups en crypto, ils ont l'air de
pas mal tout le monde utilise React pour leur front-end, puis leur back-end est en Go, Fait que je vais créer un super modèle qui est incroyable, qui est fine-tune pour ces langages-là, mais quand tu lui poses des questions de cryptographie, ben là, je vais aller altérer un petit peu les weights pour qu'ils répondent avec du code qui est un peu plus vulnérable que ce qu'ils feraient déjà de base. C'est super intéressant comme recherche, mais quand tout le monde fait juste paniquer puis dire oh my God, la Chine, c'est mal, ben c'est pas de ça qu'on parle. On parle plutôt de, oui, c'est clair, là, si le gouvernement, je sais pas, la Santé Québec commence à loader nos données dans DeepSeek sur le SAS, là, je suis pas en train de dire que ça serait pas un problème, mais c'est vraiment différent que d'utiliser des modèles locaux. Fait que je vous recommande vraiment d'aller lire sur BadSeek. C'est bien de dire recommander d'aller lire parce que les gens ne le font pas. Fait que déjà là, juste d'aller lire, ce serait déjà un énorme étape en avant. De savoir que ça serait possible pour quelqu'un de faire ça, ce que ça dit, c'est si vous utilisez des modèles locaux, ben, tu sais, comme on devrait faire avec n'importe quelle librairie qu'on utilise dans du code, ben là, au lieu que ça soit sur NPM ou sur GitHub, ça va être sur Hugging Face ou quelque chose du genre. La réputation de ces modèles-là est quand même importante. Puis au fil du temps, on va voir les mêmes choses se passer qu'on a vu avec les extensions de browser, avec les projets sur NPM, des trucs comme ça, qui est quelqu'un qui fait un projet qui est super populaire, mais qui rapporte pas du tout d'argent, va rester à risque de se faire dire dans 3 ans, hey, je te donne 10 000 $ pour avoir je te rachète ton app, je te rachète ton extension, je te rachète ton nom de domaine, je te rachète ton compte Hugging Face avec tel modèle qui est là, puis après ça, aller livrer une version qui va être malicieuse. Fait qu'évidemment, si vous avez 150 000 dépendances, ben vous êtes beaucoup plus à risque que si vous avez 50 dépendances. Fait que c'est d'aller chercher ce juste milieu, puis piner des versions aussi. Là, pas toujours juste ramasser la dernière version de tout ce qui existe. Là. Mais c'est un peu du supply chain, puis comme tu mentionnais dans le vol des bitcoins, là, en tout cas du crypto-monnaie, c'est un peu ça qui est arrivé, c'est que là, le supply chain a été brisé, donc dans le processus, c'est la même chose pour le LLM. Tu veux dire, downloadez pas le dernier modèle sur Hugging Face, même c'est déjà été démontré qu'il y a des modèles sur Hugging Face qui sont toxiques. Donc, c'est pas... ouais, ben tu sais, il peut y avoir comme des pickle files avec du code dedans, pis des autres trucs comme ça. Ça reste plus facile à détecter. Puis il peut y avoir des modèles qui ont juste été aussi entraînés sur comme la pire source que vous pouvez pas vous imaginer. Puis tu sais, évidemment, exemple, je vais faire un modèle que j'entraîne uniquement sur 4chan, puis une banque va utiliser ça dans leur chatbot. Là, ça marchera pas, là, évidemment. Ouais, ça donne la même expérience que Microsoft a fait il y a longtemps avec son bot sur Twitter. Qui est devenu raciste en 28 nanosecondes. Oui. C'est ça, exactement. 4chan l'a torché, puis ça a juste... C'était ça. C'est ça. Mais donc, par exemple, si quelqu'un dit « Ah, ben tu sais, DeepSeek R1, c'est vraiment nice, puis j'ai fait une version qui est distillée, qui prend un peu moins de ressources, qui focus plus sur ça, puis tu sais, bon, OK, ça vaut la peine de rechercher un peu, de regarder c'est quoi les system prompts, peut-être essayer de faire un diff, mais tu sais, les méthodes de mitigation sont pas... tu peux pas juste faire un diff des weights si facilement que ça. Mais je pense que ce qui aide vraiment en ce moment, c'est que le code que ces langages-là produisent de toute façon est déjà pas... si on était dans une situation où ça faisait du code parfait, puis là, ça va se mettre à mettre des vulnérabilités, ça serait une autre histoire, mais je pense que ceux qui font juste vibe coder puis qui sont pas des assez bons devs pour réviser ce qu'ils créent, de toute façon, ils introduisent assez de vulnérabilités. Il n'y a pas personne qui a besoin d'empirer la situation. Oui, puis ça change pas le fait de base que ça a des biais, que les biais soient sur le contenu ou la direction du chose. Quand on produit du code, ben il est brisé de toute façon parce que l'entraînement s'est fait sur des données ou du code qui était déjà brisé, notamment sur GitHub. Le code sur GitHub n'est pas naturellement secure, le code sur Stack Exchange n'est pas naturellement secure. Donc ça reproduit... T'es-tu en train de dire qu'il y a des gens qui répondent sur Stack Overflow avec des réponses qui sont pas sécuritaires? Tu le savais pas? Ouais, en tout cas. Oui, tu sais, il faut vérifier faut toujours vérifier ce qu'on a comme qui vient de l'extérieur. Tu sais, c'est les éléments de base. Puis comme par magie, les gens ont oublié qu'avec les AI, on doit faire la même chose qu'on doit faire que, tu sais, toutes ces places-là où on va chercher du code. Mais je pense que tu comprennes le code que tu vas chercher. Tu sais, le problème, c'est que, tu sais, mettons qu'on dit, on va mettre un paquet d'AI
dans nos processus, qui va générer du code, tout ça, mais c'est correct parce qu'on va faire des code reviews. La réalité, c'est que, tu sais, il y a le fameux meme de t'envoies un PR de 4 lignes, puis tu vas recevoir 40 commentaires, mais envoie un PR de 4000 lignes, puis tu vas juste recevoir un looks good to me, tu sais. Fait que c'est sûr que plus tu accélères la vélocité et la quantité de code qui est générée, ben là, les personnes qui review vont pas nécessairement aller autant en détail. Puis plus ça va s'améliorer côté qualité, plus que c'est là que tu vas avoir un risque que quelqu'un essaie d'injecter quelque chose qui est malicieux, une vraie backdoor. Là. Si on parle, je sais pas, mettons, dans 10 ans, ah oui, le code qui est généré par ça, il est plus sécuritaire que ce que la plupart des développeurs font par eux-mêmes. Là, ça commence à valoir la peine de viser ça spécifiquement, mais je pense que le supply chain a encore, disons, une surface d'attaque assez énorme que c'est pas quelque chose qui va se passer demain matin, mais c'est quand même bon de savoir que ça peut être possible sans juste paniquer parce que c'est la Chine. Parce que la même chose pourrait arriver avec Facebook sort une nouvelle version de Llama, est super intéressante, mais apprend trop de VRAM et quelqu'un dit j'ai fait une version spécifique juste pour développer, puis apprend juste 200 gigs de RAM au lieu de 512, puis vous allez être capable de la rouler sur un Mac mini, mais la même chose pourrait arriver. Absolument. Puis je voulais finir peut-être sur quelque chose d'un peu plus positif que ce qui se passe souvent dans les nouvelles. Ben, en fait, c'est pas très positif parce que la nouvelle est négative en soi, mais c'est quelque chose qu'on peut peut-être de quoi on pourrait peut-être s'inspirer. Donc, il y a peut-être des gens qui écoutent qui connaissent aux États-Unis l'agence 18F, donc 18F. Si vous vous demandez, est-ce que c'est parce qu'il y a 18 mots qui commencent par F puis ça fait leur nom? Non. C'est parce qu'ils sont au coin de la 18e et de 18e avenue. On l'a cherché, là. Exactement. C'était une super petite agence. Puis je dis c'était parce que, bon, là, on sait qu'est-ce qui se passe avec les layoffs dans le gouvernement américain. Ils ont passé dans la vague de layoffs, alors que ce qu'ils faisaient, c'était exactement ce qu'on voudrait faire pour améliorer l'efficacité des services informatiques gouvernementaux. C'était une super petite équipe. Comme une centaine de personnes. Pour le gouvernement américain, c'est vraiment pas beaucoup. Tu sais, si on faisait un équivalent québécois, je sais pas ça ferait combien de personnes, là, mais genre 8, peut-être 2. Moins. Là. Ouais, c'est ça. Probablement 2. Avec un focus très élevé, surtout sur l'expérience utilisateur, puis la gestion de produits puis de projets. Puis cette agence-là, ben, c'était pas vraiment une agence, ça fait partie de TTS, mais disons, cette sous-agence-là, 18F, ont produit plein de codes open source super utiles. Ils ont travaillé sur plein de projets à travers les différentes agences gouvernementales, dans le fond, pour aider ces agences-là à livrer des projets, qui vont être solides, des choses qui vont être capables, qui vont être utilisables par la personne de 21 ans qui a son iPhone 16 Pro Max en 5G, comme la personne de 92 ans qui a besoin de recevoir sa pension, puis qui a peut-être même pas Internet, tu sais. Fait que c'est vraiment des gens qui ont une expérience assez variée. Puis de la façon que ça marchait, c'est qu'ils essayaient d'aller chercher des gens du privé en leur disant tu feras pas ton demi-million, ton 700 000 US que tu faisais chez Google, mais viens faire 1 an ici, viens faire 2 ans ici, tu sais, juste pour aider, puis on va te payer ce qu'on peut te payer. Puis c'était quand même pour des salaires gouvernementaux, je dirais, assez bons de ce que j'ai entendu. Puis les gens allaient là 1 an, 2 ans, choisir des projets spécifiques. Tu sais, on a besoin d'un site web pour, tracker les données environnementales. Let's go, on va les aider à monter ça. Puis l'idée, c'était pas qu'ils vont tout développer, c'était plutôt, on sait que c'est des choses qui vont être données à contrat à des compagnies externes. Puis c'est là que ça peut souvent déraper tant côté sécurité que, tu sais, juste livraison puis qualité du produit. Puis en gros, cette sous-agence-là a été créée après la catastrophe de healthcare.gov aux États-Unis. C'est un super gros site qui a coûté des milliards puis qui n'a pas livré, qui, je pense, était principalement fait par la division américaine de CGI. Donc, après cette catastrophe-là, ils se sont dit, bon, il faudrait avoir un petit groupe qui va aller aider pour ces projets-là, puis on pourrait peut-être s'inspirer de ça. Puis, tu sais, je vois beaucoup des nouvelles dans le dernier mois. Il y a tellement de nouvelles politiques. Côté sécurité, c'est un peu effacé. On n'en parle pas tant que ça. Qu'on parle aussi beaucoup de, tu sais, ça clique, c'est une catastrophe, tout ça. Mais c'est pas une catastrophe juste de sécurité. Tu sais, c'est beaucoup plus... Ben, c'est de la gestion de projet, puis un peu comme tu le mentionnes, c'est gestion de contrat, gestion de projet, être ferme sur la gestion de projet. C'est juste
Puis là, tu pensais à un projet américain, mais tous les projets gouvernementaux sont affublés du même problème de genre manque de scope creep, de manque de focus, d'éléments comme ça qui viennent changer en cours de projet, puis ensuite finissent par livrer une souris qu'on avait promis un éléphant. Donc, des éléments comme ça. Puis d'avoir quelques personnes qui ont une expérience forte dans ces domaines-là, qui ont le goût de contribuer aussi, vient justement limiter l'appétit infini des firmes de consultants et vient mettre un frein, puis ramène sur le fait qu'on apporte de la valeur. Puis c'est ça l'objectif. Puis clairement, cette agence-là, de ce que tu m'en as dit, a réussi à apporter beaucoup de valeur au niveau... Oui, absolument. Puis c'était des projets avec la Poste aux États-Unis ou le EPA ou IRS, toutes ces grosses agences-là. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on devrait s'inspirer. Puis si jamais ça devait se concrétiser, tu sais, individuellement, on peut se demander, là, je sais qu'on parle de sécurité, puis on vient de dire que pour le Québec au complet, l'équivalent des TNF, ce serait peut-être maximum 5 personnes. Là, fait que faut pas s'attendre à que ça soit quelque chose qui focus sur la sécurité, mais tu sais, avoir des gens qui sont vraiment forts en livraison de projet. Tu sais, demandez-vous, s'il y avait un équivalent à ATNF au Québec, est-ce que je serais prêt à y aller tu sais, pendant 1 an ou 2 ou si je passe dans des layoffs à ma job, est-ce que je serais prêt d'aller faire un contrat d'1 an pour un truc comme ça puis aider sur la livraison de certains projets? Fait que tu sais, j'espère que au moins les agences où ATNF a travaillé, je pense que ça va les avoir aidés assez que peut-être les prochains projets qu'ils vont faire vont être meilleurs que si c'était pas arrivé. Donc, malgré que ATNF comme tel existe. Ben, c'est dur à dire, hein, parce que ça change à toutes les 2 heures aussi aux États-Unis, là, mais si on va sur le site web de ATNF en ce moment, ils disent qu'ils ont passé dans des layoffs. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un juge qui va dire qu'il faut qu'ils reviennent au travail. Et si ça arrive, ça veut pas dire que le monde va y retourner non plus. Là. Fait que c'est vraiment compliqué de savoir est-ce que ça existe encore. Mais un modèle... mais c'est un modèle, puis c'est ce que je mentionnais, j'avais entendu il y a très longtemps qu'en Suisse aussi, il y avait une espèce de SWAT team comme ça qui existait dans l'appareil gouvernemental, qui est là pour des projets courts, justement, d'aider des projets qui vont moins bien ou de bootstrapper des projets, justement, pour que ceux-ci deviennent des projets gagnants. Puis c'est positif pour tout le monde parce que là, on a les scandales au Québec, on n'est pas content, tout le monde cherche des coupables, tout le monde est en train comme ça, quand dans les faits, si on avait justement cette équipe-là, qui est pas très grosse, qui coûte pas très cher dans l'absolu, on aurait des relatifs succès ou des succès, donc on aurait tout le monde serait comme positif. L'effet sur l'appareil gouvernemental volet TI aurait une image, un aura plus positif qu'à l'heure actuelle, ou alors on a juste l'impression publiquement que c'est pas bon, quand dans les faits, c'est pas vrai, c'est juste qu'ils sont embarqués dans des projets qui dérapent avec des firmes de consultants qui ont des appétits infinis et des fois qui ont des connexions politiques un peu trop fortes. Ouais, c'est ça, c'est juste des fois d'essayer de faire quelque chose de trop compliqué. Tu sais, un système, c'est vraiment difficile de créer un système super compliqué en une étape qui va fonctionner. Tu sais, le faire en plusieurs étapes, puis avec l'itération, ça marche mieux. Puis côté sécurité, ça apporte beaucoup moins de risques. Puis j'avais vu une entrevue avec je me souviens pas c'est quoi son titre, là, mais comme l'équivalent du CTO de l'Estonie. Puis l'Estonie sont connus pour leur identité numérique est très, très avancée. Là. Ils utilisent du PKI puis des smart cards depuis comme quelque chose comme 20 ans ou je sais pas trop pour se loguer dans les sites gouvernementaux. Puis j'avais vu dans une entrevue, il avait dit, c'est en anglais, mais en gros, il s'était fait demander comment vous êtes capable de faire ça puis d'autres pays sont pas capables. Il avait répondu quelque chose du genre, c'est surprenant ce qu'on peut faire quand on n'a pas assez de budget pour engager ces firmes-là. Tu sais, ça te force à développer une expertise à l'interne parce que tu n'as juste pas la possibilité d'aller dépenser 1 milliard pour un truc qui est un site web transactionnel qui n'a pas l'air si compliqué que ça. Donc, tu n'as pas juste t'arranger pour le faire. J'avais trouvé que c'était super intéressant dans le sens que des fois, d'avoir l'option de trop dépenser, ça fait que tu ne vas pas avoir un aussi bon focus. Ouais. Mais... Ça revient un peu aussi au modèle agile où tu loques ton budget, tu loques ton temps, mais tes livraisons sont conséquentes par rapport à ça. Fait que justement, quand tu n'as pas la possibilité de dépasser, qui est un peu ce modèle-là comme on voit en agile notamment, on revient à ça, puis là ça porte des décisions un peu plus tough, mais du vrai agile, là, on s'entend, là, pas du waterfall qui exactement. Agile, tout le monde fait du agile maintenant, tu sais. C'est mais je parle du vrai agile, la pyramide agile où tu loques ton temps,
tu logs ton budget. Puis là, il faut que tu livres ce que tu peux là-dedans. Puis là, là, tu changes un peu de ta réflexion, mais c'est un changement de réflexion, mais qui ressemble beaucoup à ce que l'Estonie a fait, justement. On n'a pas d'argent, puis on doit livrer ça. Puis dans ces délais-là, donc, feu, allez, on court. Et les contraintes amènent l'imagination. Ouais, puis je suis certain qu'ils ont dépensé vraiment beaucoup d'argent là-dessus. Il n'y a pas manière de faire du PKI pour une société complète, surtout dans ces années-là, sans dépenser beaucoup d'argent. Mais on serait peut-être surpris si on comparait à comment on peut avoir dépensé de l'argent sur des sites web transactionnels ici, tant fédéral que provincial, parce qu'il n'y avait pas le choix. Puis c'était drôle, je me souviens, il y a une couple d'années, il y a eu une vulnérabilité sur des smart cards Java. Là, je me souviens pas trop c'était quoi l'histoire. Puis il a fallu qu'ils redistribuent des smart cards à tout le monde. Je me dis, wow! tout un projet. Alors que s'ils commençaient aujourd'hui, j'imagine qu'ils viseraient plutôt juste d'avoir une app mobile. Ils en ont probablement une maintenant. Je pense pas qu'ils donneraient des smart cards aux gens. Je sais même pas où est-ce que tu connectes une smart card de nos jours. Là. Je sais pas s'ils leur ont donné un petit lecteur Java comme la fameuse carte puce permettait d'avoir dans les premières années. Ou peut-être permet encore, là, je sais pas trop. En tout cas, je sais pas. Moi, j'ai encore le lecteur chez nous. Je sais pas. Ça fait longtemps que je l'utilise plus, mais oui. Qu'on était capable de recharger à la maison à travers un applet Java, machin. Là, puis, ouais, je me souviens, la première instruction disait si vous recevez un warning de sécurité, faites OK. Parce qu'il n'était pas signé l'applet la première semaine que c'était sorti. Non, c'était pas une expérience utilisateur qui amenait à vouloir réutiliser régulièrement ça. Petit... Non, exactement, tu sais, puis comme si on parle de la sécurité, souvent, si on a quelque chose qui a une expérience utilisateur qui est fantastique, les gens vont vouloir l'utiliser plus. Puis là, si cette méthode-là peut être plus sécuritaire, tant mieux. Puis des choses comme les paiements mobiles, c'est un super bon exemple. Ça force la tokenization dans tout le système. À chaque fois que quelqu'un paye à la station-service avec Apple Pay ou Google Wallet ou whatever, c'est une carte de crédit qui n'est pas exposée au marchand, qui ne pourra pas être aussi facilement leakée, tout ça. Mais pourquoi est-ce que la personne utilise son téléphone pour payer? Pas parce que c'est plus sécuritaire, juste parce que c'est vraiment plus facile, ça va vraiment vite, tap, let's go. Fait que je pense qu'on a des opportunités de faire la même chose un petit peu partout. Puis avec un peu de chance, peut-être qu'on aura un modèle qui est plus positif que de juste chialer que rien marche. Peut-être qu'avec l'enquête sur SACLIC, on aura un mini 89 québécois qui sera recommandé. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Ça serait très intéressant, mais on verra ce que le temps va nous montrer. J'ai tendance, comme tu disais dans ta présentation, moi aussi, j'ai tendance à être fondamentalement négatif. Fait que j'ai un doute, mais je serais agréablement surpris si on avait une situation comme ça qui se présentait devant nous. Et peut-être, puis je serais probablement de ceux qui seraient prêts à mettre 2 ans de ma carrière sur le fait d'aider de façon forte ce type d'organisation-là, mais cependant, moi, j'ai pas assez d'expérience en charge de projet ou ouais, c'est ça, c'est plus là que ça va être. Moi, je suis dans mon petit univers dans lequel je pense pas que j'ai une contribution pertinente à faire avec ce genre de choses-là, mais je suis convaincu qu'il y a des chargés de projet d'excellence. Puis, tu dis, on est des négatifs par défaut, mais si on regarde sur une période de 20 ans, les choses en sécurité sont quand même améliorées à bien des égards. Je pense que la seule chose qui a changé qui fait que les menaces sont peut-être beaucoup plus compliquées. Il y a plusieurs choses, mais je pense que la crypto-monnaie a quand même vraiment changé la donne dans le sens que maintenant, c'est vraiment facile de convertir. Je te vole tes données, j'ai de l'argent. Avant, c'était vraiment plus difficile. Mais si on fait juste essayer d'imaginer, si la crypto-monnaie avait été inventée en 2001, ça aurait été la catastrophe totale. Il y a rien qui se serait pas fait chiffrer dans les 6 premiers mois après l'invention du modèle d'affaires du ransomware. Fait que, clairement, les choses, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. On parlait tantôt, maintenant, il faut viser les browsers parce que les systèmes d'exploitation sont rendus moins pires, les EDR sont mieux. On parlait de TLS puis d'upgrader vos Cypher Suite pour le Quantum ou pour faire comme HP puis essayer de faire du marketing. Mais je veux dire, ça m'a même pas passé par la tête de dire si vous avez des trucs qui sont en clear text, vous devriez mettre du TLS devant parce que dans ma tête, pas mal tout est en TLS maintenant, comme 99%.
Fait que donc ça revient un peu au volet de ta présentation sur les Wi-Fi publics ou dans lesquels cas les cas réels que c'est vraiment dangereux sont tellement minuscules que maintenant tout est chiffré. Justement, on a tellement avancé en termes de mesures de sécurité déjà built-in, déjà dans toutes les affaires. Les grandes compagnies ont mis beaucoup d'énergie. Google n'indexe plus les sites qui sont pas chiffrés, qui n'ont pas de TLS. Apple a mis beaucoup de choses. Microsoft a sorti des années 90 en émergeant dans des choses qui sont beaucoup meilleures maintenant. Donc, on est dans tout ça a avancé. Fait que, somme toute, si j'avais un Windows XP maintenant, je serais plus inquiet, mais on n'est plus dans ces univers-là. Non, mais c'est ça, exactement. Mais ça amène un paquet d'autres problèmes. Fait qu'au lieu de parler de Wi-Fi public, ben, peut-être que ça serait plus intéressant de parler de la gestion des extensions dans nos navigateurs, où est-ce qu'on est logué sur AWS, etc. Fait que des fois, c'est pas parce qu'on n'avait pas raison il y a 15 ans que peut-être c'était vrai, mais ça ne veut pas dire que ça l'est encore. Donc, j'espère que c'est ce que les gens ont retenu de ma présentation. Puis, en passant, la conférence, c'était vraiment cool. L'emplacement, vraiment, ça fait différent d'un truc plus corporatif. Puis, spécifiquement, je voulais dire à tout le monde qui était là, c'était vraiment le fun de pouvoir faire quelque chose qui était vraiment interactif parce que je m'étais dit, si les gens embarquent, ça va être vraiment cool. Puis si les gens embarquent pas, ça va être une catastrophe. Puis j'espère que ça sera pas filmé. Là. C'était vraiment, je me disais, j'avais aucun scénario dans lequel je me disais ça va être moyen. Je me disais ça va être vraiment cool ou ça va être vraiment une super catastrophe. Puis en tout cas, de mon point de vue, ça a été beaucoup plus cool que catastrophique. Fait que tout le monde qui a participé, puis il y en a eu vraiment beaucoup. Là. Merci beaucoup parce que c'est plate quand tu arrives devant une foule puis personne veut se risquer à faire l'avocat du diable ou dire son opinion ou même poser une question. Là. Fait que merci à tout le monde. Ouais, on avait quelques avocats du diable dans la salle, fait que c'était juste parfait. Là. Je pense qu'on avait le bon mix, mais oui, mais merci beaucoup pour ces commentaires très, très positifs. On est très content aussi du nouveau lieu qu'on a puis du vibe que ça apporte. Clairement, tu confirmes qu'on a fait un bon. Exactement. Merci.